Bonjour et bienvenue sur le podcast qui te dit tout sur le nerf vague et le système nerveux d'une manière globale et sur toute notre organisation interne, externe, enfin voilà, tous ces liens qui existent, qui font que nous sommes des êtres humains. Et si tu as écouté quelques épisodes précédents ou l'intégralité, tu as pu comprendre que je parle évidemment de système nerveux, nerf vague, et ça ne s'arrête pas à juste ces influx électriques, si on peut les réduire à ça. Ça implique énormément de choses, l'alimentation, notre environnement, notre éducation, de là d'où on vient, là d'où on veut, vers où on veut aller. Enfin bon, voilà, tu comprends, je pense, un peu que je vais, au fur et à mesure de tous ces épisodes à venir, et qui sont déjà aussi pour ceux passés, on va tisser des liens entre tout ça, tirer des fils pour justement tisser une grande toile d'araignée pour essayer de comprendre sur quel levier on peut actionner, pour vivre une expérience différente, plus à notre image, à sa propre image à soi, afin d'essayer, parce que c'est toujours très fluctuant, d'essayer de vivre une vie riche, j'ai envie de dire, parce que c'est important aussi, riche dans le sens riche d'expérience, riche, enrichissante pour notre regard. Là, en parlant, je suis face à la montagne, à la forêt tropicale, et de ce paysage enrichi et riche en beauté déjà, et enrichi quelque chose dans mon esprit, dans mes cellules, dans cette espèce d'historique incrusté en moi, dans mon génome, qui m'inspire et me donne envie, par exemple, de créer ces épisodes et de mettre en place tout ce que j'ai pu déjà mettre en place depuis longtemps en fait. Et je vais aujourd'hui continuer sur vis-à-vis de l'épisode précédent où j'ai parlé donc du lien, ce besoin fondamental qu'a l'espèce humaine, mais tout l'ensemble des mammifères en fait, pour vivre sereinement en quelque sorte, et tout simplement, avant de même vivre sereinement, déjà pour survivre et pour remplir les actions fondamentales, j'ai envie de dire, alors pas fondamentales mais essentielles, ou ce pourquoi en fait on est là sur Terre, et ce pourquoi du système nerveux nous protège. Parce que, je vais clarifier ça me semble pas très clair quand je l'exprime, c'est notre système nerveux, il est là pour nous protéger, nous mettre en sécurité, nous alerter quand un danger potentiel est là. Pourquoi ? Pour nous amener à pérenniser l'espèce. Voilà, c'est si on devait résumer la vie sur Terre, c'est une pérennité, c'est une pérennisation plutôt de ce que je suis, de ce que mes ancêtres ont vécu, avec un cumul d'expériences qui font que, grâce à ce cumul d'expériences, je vais être amené à mieux m'adapter au monde qui est en continuelle évolution. On parle aujourd'hui beaucoup de réchauffement climatique, de changement climatique, d'événements météorologiques et climatiques de plus en plus extrêmes. On a pu le voir ces dernières années, où des canicules de plus en plus présentes et de plus en plus chaudes, avec des hivers, notamment l'hiver 2025-2026, dans certaines parties du monde, hyper froid, très très froid, avec des cumuls de précipitations, de neige très importants, qui n'avaient pas eu depuis très longtemps. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, hein. C'est juste que alors je ne vais pas faire mon climatologue, mais c'est juste qu'on vit des extrêmes de plus en plus forts. Et soit on reste dans son confort intérieur et on subit tout cela,
soit on fait ce qu'ont fait des milliers de personnes avant nous et d'espèces avant nous, on essaye de s'adapter à ce que l'environnement nous propose. Plutôt que d'essayer de combattre toujours ce qui nous vient, de combattre la pluie qui tombe, de combattre le vent, de combattre le trop de soleil. On essaye, je préfère en tout cas m'adapter et mettre en place des stratégies pour passer entre tout ça en fait. Et on est en capacité de le faire parce que avant nous, il y en a qui l'ont fait, qui ont expérimenté aussi plus ou moins des phases similaires, et en tout cas qui ont permis que notre organisme mette en place des adaptations qui ne sont pas figées, et qui à l'intérieur de nous, si tu veux, on a donc notre génome, et sur ce génome, il y a des pistes qui ne sont pas activées et qui sont en dormance. Et en fait, un événement autour de nous, dans notre environnement que l'on va vivre, va faire que, éventuellement, cette piste va pouvoir être lue et activée, et ainsi nous amener une capacité de réponse vis-à-vis de ce que l'on vit. Voilà, je me suis complètement sorti de mon plan, mais c'est pas très grave. De toute façon, je reparlerai de tout ça très très bientôt. Avant d'aller plus loin, j'avais donc une petite annonce à faire, c'est vis-à-vis de l'atelier mensuel que je lance. Donc le prochain, si tu m'écoutes, on est en quoi là, fin janvier 2026, mais le prochain aura lieu dans 17 jours. 18 jours même, le lundi 16 février à 19h heure de France, 14h aux Antilles, 13h au Québec pour les Québécois qui peuvent m'écouter et qui souhaiteraient peut-être participer à cet atelier. Donc c'est un atelier gratuit où tu viens. L'idée c'est qu'on échange, on interagisse, tu m'exposes une problématique que tu vis, et moi j'essaye de te faire un lien avec le système nerveux, le nerf vague, et de proposer des pistes de réflexion et d'expérimentation pour essayer de vivre l'expérience que tu m'auras partagée d'une autre façon. Et comme je le dis, de toute façon, quand tu vas t'inscrire, tu le verras, ça ne vaut pas un accompagnement individuel, bien entendu. C'est plus un atelier découverte qui aura lieu à chaque mois, donc vers le milieu du mois. Et donc le prochain 16 février, inscris-toi, toutes les informations pour s'inscrire sont dans le descriptif. Et tu es le et la bienvenue, bien entendu. Hop, je bois un petit coup, excusez-moi. Donc c'était l'annonce que je voulais faire. Et comme je l'ai dit en introduction, je reviens sur l'épisode précédent où j'ai parlé donc de liens. Et j'insiste là-dessus parce que dans l'entourage que je peux fréquenter, que ce soit en direct, en présentiel, avec des vrais humains, j'ai envie de dire, ou via des groupes de formation, des groupes à distance, peu importe, je vois bien que ce manque de lien génère énormément de problématiques. Et j'en ai parlé dans une newsletter. Je publie une newsletter tous les 2-3 jours environ, où je partage ma réflexion du moment, un peu comme je le fais ici à travers le podcast, sauf que c'est par l'écrit. Et j'ai parlé donc du lien à soi. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé de ce besoin de lien qu'ont eu les mammifères et donc les êtres humains, de le nourrir, ce lien. Tout simplement, pour rappel, parce que si je prends les êtres humains, quand le bébé naît, il n'est pas du tout autonome pour aller faire sa vie. Il a besoin de personnes ressources qui vont le nourrir, le protéger, le réchauffer, enfin s'occuper de lui, ou d'elle évidemment. Et ça oblige d'avoir un lien particulier avec ce petit être. Et chez beaucoup d'autres espèces, leur système nerveux est tellement, je caricature un petit peu, mais il est tellement actif
qu'en fait ils peuvent pas rentrer en lien parce que ça peut générer comme des alarmes de danger comment dire ça, c'est pas viable en fait. Alors il y a des exceptions évidemment, par exemple chez certaines espèces de poissons qui vivent en tribu, j'allais dire, en groupe. Tu as déjà dû voir ces vidéos pour certaines espèces d'oiseaux aussi, où ils sont, c'est souvent des petits êtres vivants, pas très grands en tout cas, qui vivent en troupeau, on pourrait dire ça plutôt comme ça, et qui qui se déplacent ensemble et qui forment un être plus gros. Et ils sont très proches les uns des autres. Bon, ça c'est une variété un peu à part. Mais chez énormément d'espèces animales, l'excès de proximité n'existe pas. Parce que l'autre est source d'un potentiel danger. Il n'y a qu'à voir chez certaines espèces, il va y avoir le moment de l'accouplement, et une fois que l'accouplement est fait, le mâle et la femelle se séparent et continuent à vivre leur vie. Chez en tout cas chez la plupart chez certaines espèces de mammifères, ça existe aussi. Sauf que pour la plupart, il y a quand même une vie en troupe. Par exemple, chez le lion, je ne vais pas dire de bêtises, le lion et la lionne, les lionnes vont vivre beaucoup ensemble, le lion va plutôt être à part. Il est toujours dans la proximité de la bande, sauf qu'il a un espace un peu plus large que les lionnes qui, elles, vont s'entraider, élever les petits, tout ça. Bon. Pourquoi je continue à parler de lien? Parce que c'est fondamental. Je sais que ce mot, je le répète souvent. C'est primordial, si tu veux, je peux utiliser ce mot-là aussi, pour notre système nerveux. A contrario, d'autres espèces qui vont, à travers le lien, sentir qu'il y a danger. Eh bien, chez nous, c'est l'inverse. Dès qu'il y a lien, il y a un sentiment de sécurité qui est plus fort. Tu as dû déjà l'expérimenter, je t'invite vraiment à te poser cette question, ou les dernières fois, et c'est peut-être ce que tu vis actuellement, les dernières fois en tout cas, où tu as été isolé, tu t'es senti isolé. Ça peut être pour diverses raisons, ça peut être un isolement parce que tu t'es blessé, tu as dû aller à l'hôpital par exemple, pour être opéré, tu vas être mis dans une chambre, peut-être que dans cette chambre, si tu as été seul, eh bien tu t'es senti isolé parce que tes proches ne pouvaient pas te visiter, comme tu l'aurais souhaité, autant que tu l'aurais souhaité en tout cas. Les infirmières, les médecins ont d'autres patients à s'occuper, donc ils ne font que passer, et selon le temps où tu es resté dans cet espace, tu as peut-être dû sentir un isolement profond. Et c'est ce que l'on a vu, notamment lors de la période du Covid, ce que l'on appelle le glissement, pardon, c'est pas l'effondrement, c'est le glissement, chez beaucoup de personnes qui se sont retrouvées donc pendant la période du Covid complètement isolées, mais là pour des raisons de santé, en tout cas c'est ce qui était mis en avant, un isolement au niveau des virus et de tout ça en fait. Donc il n'y avait plus de contact, même de toucher, parce que même le personnel médical avait des combinaisons, les personnes étaient vraiment hermétiquement isolées, dans tous les sens du terme, et les personnes les plus fragiles mentalement, psychologiquement, ont vécu donc ce que l'on appelle un glissement. Ce glissement, on le retrouve beaucoup chez les personnes âgées qui... j'ai un doute sur le terme de glissement, mais je crois bien que c'est ça, les personnes âgées qui, par exemple, vont tomber et se faire une fracture. Elles vont aller à l'hôpital, et les personnes âgées qui ne vont pas être accompagnées, qui ne vont pas avoir leurs proches qui viennent les voir, si elles restent longtemps à l'hôpital, elles vont commencer à s'éteindre petit à petit, parce qu'elles perdent l'interaction qu'elles pouvaient peut-être avoir auparavant, en étant en dehors de l'hôpital. Et en perdant cette interaction, il n'y a plus de stimulation cognitive, il n'y a plus d'échange
énergétique, j'ai envie de dire, en fait, de paroles et de regards et de ce genre de choses. Et ces personnes âgées, petit à petit, sombrent vers de plus en plus d'isolement, de mal-être, et pour beaucoup, et on l'a beaucoup vu au Covid, hein, pendant la période du Covid, beaucoup de personnes sont mortes, en fait, non plus de leur accident ou de leur maladie, elles vont mourir, en fait, de solitude. C'est triste à dire, hein, c'est vraiment très triste, et c'est constaté. En tout cas, c'est vraiment, t'as peut-être eu des grands-mères, des grands-pères qui petit à petit se sont éteints parce que on n'allait plus les voir et tu l'as peut-être vécu autour de toi. Et juste, ramène ça à toi, est-ce que peut-être lors d'un licenciement, d'une séparation dans ton couple, je ne sais pas quelle autre situation, un déménagement aussi, hein, on se retrouve dans un coin où on ne connaît personne, on peut sentir et vivre cet isolement. Pose-toi cette question de comment tu t'en es sorti. Qu'est-ce que tu as mis en place pour t'en sortir? Tu peux te poser aussi cette question de quand tu as vécu cette sensation d'isolement, regarde comment tu t'es senti mal. Alors, il y a isolement. Si c'est pendant 24 heures, 2-3 jours, ça va. En général, c'est pas problématique. Mais c'est quand ça dure, hein, vraiment, quand ça dure de plusieurs jours, plusieurs semaines, et ça peut être insinueux parce que on peut très bien être en relation avec d'autres humains, par exemple au boulot, dans je sais pas, l'interaction avec des voisins, ce genre de choses, sauf que on se sent isolé intellectuellement parce que on n'est pas du tout dans les mêmes on n'a pas du tout les mêmes valeurs que ces personnes-là, et donc à un moment donné, on n'a plus envie de rentrer en interaction avec des gens, pourtant que, je sais pas, au boulot, si tu travailles dans un bureau avec du monde, bah, tu vas voir d'autres personnes, peut-être des clients, ce genre de choses. Et sauf que l'échange intellectuel ne te nourrit plus, et donc tu vas couper, tu vas faire juste l'échange essentiel. Et ça, en fait, c'est très insinueux parce qu'on a l'impression d'être dans de l'interaction d'humain à humain, sauf qu'il y a une partie à l'intérieur de nous qui en manque de quelque chose. Et c'est là qu'il va être important de pouvoir mettre en place des stratégies pour sortir de cet isolement intellectuel, et j'ai pas d'autres mots qui me viennent, pour aller à la rencontre d'autres personnes qui partagent un peu les mêmes valeurs, qui vont m'amener aussi à partager ma réflexion, à confronter ma réflexion, car ça c'est aussi important de ne pas s'isoler dans j'ai raison et les autres ont tort, de vraiment aller tester en fait si ce que je pense, d'autres personnes pensent la même chose, ou même si elles ne pensent pas tout à fait la même chose que moi, d'aller le remettre en question. Parce que ça va permettre aussi de grandir dans sa conception du monde et de pouvoir s'adapter. Tu verras que le mot adaptation, je l'ai déjà utilisé pas mal dans les épisodes précédents, et je vais l'utiliser de plus en plus au fur et à mesure qu'on va arriver sur notre frise chronologique vers les humains. Et pourquoi je fais ce lien entre confronter ses valeurs, confronter ses pensées avec le fait de s'adapter? Parce que on peut le voir lors de débats politiques, par exemple, où quand chacun est cantonné dans ce qu'il veut à tout prix faire passer, si on prend l'extrême gauche, l'extrême droite, eh bien, ça va faire des débats en fait complètement stériles,
où chacun va, on appelle ça des combats de coq, hein, alors il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui dans la politique, donc on pourrait changer le terme, mais bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais on va avoir deux personnes face à face qui vont balancer leurs arguments sans écouter l'autre, et qui en fait restent figés dans une position, dans une stature, et où l'information venue de l'autre est complètement filtré, en fait. Bloqué même, c'est même pas filtré, c'est totalement bloqué. Ça rentre pas dans leur truc. Ce qui fait que ces personnes-là vont s'enfermer dans leurs croyances et vont avoir de plus en... Et par effet domino, j'ai envie de dire, en s'enfermant de plus en plus intellectuellement, vont s'enfermer de plus en plus dans leur environnement. Et dans l'environnement, c'est, quand je parle d'environnement, c'est bien là où on évolue. C'est-à-dire que ce soit une ville à la campagne, en pleine forêt, dans un endroit désertique, peu importe. Si on est en incapacité intellectuelle de pouvoir faire des brèches dans nos croyances et laisser venir à soi des nouvelles informations, notre organisme, de là, n'aura pas la capacité d'évoluer. Parce que ça va bloquer dans la tête, en fait. Et on va subir les événements environnants, le climat, la météo, et on va, par survie, notre corps, notre système nerveux, va essayer de nous faire vivre, tout simplement, un instant de plus longtemps. De se confronter, je sais pas, je prends un exemple, je vis une catastrophe naturelle, je sais pas, une inondation par exemple. Si j'en ai jamais vécu, d'une, je vais pas trop savoir quoi faire, mais si en plus je reste intellectuellement fermé en me disant mais non je suis à l'abri, jusqu'à ce que en fait je me retrouve avec de l'eau au niveau des hanches, bah là ça risque d'être trop tard. Et parce que je ne veux pas quitter ma maison, je ne veux pas quitter mes biens que j'ai accumulés depuis X années, je ne veux pas perdre tout ce que j'ai construit, parce que ça fait des générations et des générations que tout cela nous appartient, et ça c'est une fermeture intellectuelle. Et avoir la capacité, et on va faire un petit peu de philosophie là, avoir la capacité de se dire que de toute manière, à un moment donné, on va devoir, j'allais dire tout perdre, mais c'est même pas tout perdre, devoir tout laisser, parce que qui dit vie dit mort. À un moment donné, on va mourir. Notre arbre généalogique va aussi probablement mourir. On le voit, de plus en plus de personnes, de jeunes générations ne veulent plus faire d'enfants pour différentes raisons, et donc on voit des branches généalogiques comme ça qui glissent en fait, comme les personnes âgées que je parlais tout à l'heure, parce qu'il n'y a plus de sens en fait. Ça c'est un autre sujet. Et donc si je reviens à mon exemple de la personne qui voit l'eau monter et qui intellectuellement veut rester dans sa maison parce que c'est son bien, c'est chez elle, elle vaincra l'eau, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle peut se raconter. Ça c'est vraiment un enfermement donc intellectuel, comme je disais, et qui risque de l'amener à la mort. Alors que si l'autre stratégie choisie, c'est de je vais tout perdre, oui. Déjà en avoir pris conscience au moment, là tu vois un petit bout par exemple de ma maison. Je dis ma maison parce que c'est moi qui l'ai construite. C'est moi qui ai quasiment mis toutes les planches, toutes les vis dans cette baraque. Et quand je l'ai construite, donc je suis sur une zone cyclonique, avec des cyclones de plus en plus puissants, des risques en tout cas de cyclones. Et je sais que c'est une maison en bois, qui, si un cyclone d'une certaine puissance passe dessus, risque d'imploser, d'exploser, de s'écrouler, que je perde
je la perde en fait. Et ça, à partir du moment où j'ai commencé à couper les premiers arbres et à faire les premières fondations, j'en avais pleinement conscience, même avant. En fait, à partir du moment où je me dis, bah oui, je vais construire ma maison en bois, je savais que y avait un risque. J'en ai conscience, j'ai conscience que j'extrapole, je viens au monde, je viens faire l'expérience de cette vie sur cette terre, à un moment donné, ça va s'arrêter. Quand, j'en sais rien, quand je serai vieux, quand je serai jeune, on ne peut pas savoir. Et avoir cette conscience nous permet de pouvoir avoir la capacité de laisser les choses. De laisser les choses passer et surtout de laisser d'autres nouvelles choses arriver à soi. D'autres nouvelles possibilités, d'autres nouveaux liens. Quand je quitte un territoire, je déménage, je quitte une région, je quitte la zone où j'ai grandi avec ma famille, mes parents, tout ça, et que je vais dans un nouvel endroit où je ne connais personne, si je reste figé dans mon truc, ah mais oui, mais j'étais bien chez mes parents, j'étais bien avec mon cercle d'amis, mais maintenant je suis à 500 km d'eux, ça va être compliqué de les voir. Ah oui, je vais me morfondre, je vais m'enfermer dans ce truc mortifère, ces pensées mortifères, plutôt que de petit à petit, je sais que je vais déménager, donc je vais dire au revoir à tout le monde, je vais leur dire qu'ils sont les bienvenus dans mon nouveau lieu, tout ça, et petit à petit, je suis déjà en train de construire une nouvelle possibilité dans ma tête, même avant d'avoir rencontré des nouvelles personnes, mais la nouvelle possibilité de me dire, je vais aller au contact d'autres personnes à travers des associations, à travers un sport peut-être que je pratique, ou me lancer dans un nouveau sport qui n'avait pas là où j'étais, ou peut-être un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps, et là c'est l'opportunité d'y aller. Et donc c'est cette capacité d'ouvrir son esprit, parce que de toute manière, notre système nerveux va nous amener à ça. Il est très important de comprendre que le lien, si notre système nerveux identifie que nous ne vivons pas de lien, nous ne sommes plus en lien avec d'autres personnes, ça peut être des animaux, il y en a qui se contentent d'être en lien avec des animaux, chacun ses préférences. Néanmoins, notre système nerveux va considérer ça comme un risque potentiel de mort. Et c'est là qu'il va être important d'identifier cette perte de lien, de comprendre comment je ne suis pas en lien avec l'autre, de comprendre quand je suis, ça je l'ai un petit peu abordé dans l'épisode précédent, comprendre que même si j'ai du lien avec d'autres personnes, comment mon comportement fait que je romps ce lien. On appelle ça les ruptures de lien au niveau d'un travail autour du système nerveux. Comment, parce que l'autre ne répond pas à mes besoins, je vais couper la communication. Je vais m'enfermer dans mon attitude et ainsi confirmer que, tu le vois bien, qu'en fait les autres sont tous des cons, par exemple, ou mais oui, mais je suis tellement plus intelligent que tous ces gens-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose à aller checker, à aller essayer d'identifier. Vraiment comprendre qu'est-ce qui fait quel est mon comportement qui génère cette perte de lien. Parce que on a trop l'habitude de dire c'est la faute des autres. Mais bien souvent, c'est notre propre faute. Là, je vais rentrer peut-être dans des sujets qui piquent. Un sujet qui pique, c'est que quand je suis dans un travail où je ne supporte plus comment on appelle ça, les personnes qui travaillent avec moi, mes coéquipiers, ou pas, enfin,
on s'en fout, tu m'as compris. Mais donc les autres personnes qui travaillent avec moi, je les supporte plus. Je ne supporte plus de me taper X heures d'embouteillage chaque semaine. Je ne supporte plus ce climat dans lequel le climat de ma région. Je ne supporte plus la personne avec qui je vis. Y a des solutions, hein. Plutôt que de dire c'est toujours... oui, pardon, je finis mon truc. Je supporte plus parce que en fait, ils sont tous méchants, ils sont tous mauvais. Ou ah ouais, t'as vu, mais lui, à chaque fois, ou elle, à chaque fois qu'elle vient me parler, elle est mauvaise avec moi. Il y a plein de solutions. Quitter, déménager, séparer, changer soi-même sa relation dans notre communication à l'autre, dans notre manière d'être en lien avec l'autre. Comment est-ce que tu es en lien avec les autres personnes? C'est vraiment la question que je te pose. Et tu verras, lors de l'atelier, donc le 16 février, peut-être que je serai amené à te poser ce genre de questions. Quand une personne n'est pas d'accord avec ce que tu dis, parce qu'elle a d'autres valeurs, elle a d'autres croyances, elle a d'autres manières d'avoir expérimenté la vie, et au final, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, ce sont des expérimentations. Comment, quand l'autre te dit non, moi je ne vois pas les choses comme toi, et je pense que, parce qu'on est tous comme ça à dire c'est moi qui ai raison au final, comment toi tu vas te fermer? Ou comment toi tu vas monter sur tes grands chevaux et faire comme ces hommes ou femmes politiques et balancer tout ton argumentaire pour essayer d'écraser l'autre avec tous tes exemples et ton expérimentation pour lui faire changer d'avis. Et ça, c'est une agression aussi. Tu peux te sentir agressé quand l'autre te dit qu'il n'est pas d'accord avec toi, mais quand toi aussi tu essayes d'imposer ta vérité, ça s'appelle une agression intellectuelle. Et une agression verbale, et une agression physique, parce que souvent il y a toute une attitude comportementale, physique, qui accompagne ce genre de paroles, de verbalisation, et voilà, donc il y a un peu deux pôles, hein, enfin 3 pôles même. C'est celles et ceux qui vont aboyer, celles et ceux qui vont se taire, se terrer et fuir ce genre de situation et qui vont faire en sorte de ne jamais revivre ce genre de situation parce qu'ils sont trop mal là-dedans, et ceux qui vont faire en sorte de dire plutôt, face à la personne qui aboie par exemple, de dire « Ah mais oui », qui vont temporiser, voilà, qui vont temporiser la situation, qui vont faire le canard, comme on dit, et qui vont dire « Oui, t'as raison », mais qui dans leur tête pensent « Ah ben oui, mais en fait, non, t'es qu'un connard ou une connasse, moi je pense pas du tout comme toi, et mais oui, vas-y, balance ton baratin, et dans son dos, à la personne, on va faire comme on veut. » Voilà, ce sont des stratégies. Je les juge pas, même si ça peut paraître comme ça, quand je le dis, jugeant. Ce ne sont pas des jugements que je balance, ce sont des stratégies, et regarde, essaye d'identifier, dans certaines circonstances, quelle est ta stratégie à toi? Quelle est celle qui revient le plus souvent, qui peut-être te saoule de réagir de cette manière-là, parce que tu en as marre de passer toujours pour le chiant, l'emmerdeuse, celle qui aboie toujours, ou à contrario, t'en as marre de te taire, t'en as marre de pas pouvoir avoir la capacité de poser ton avis, donner ton avis, de te sentir entendu, et peut-être qu'aujourd'hui tu as envie que tout cela change. Pour que ça change, il faut commencer à identifier quelle est ta manière d'être en lien avec les autres personnes, avec les autres humains. Quelle est ta manière d'être en lien quand tu es au travail? Quelle est ta manière d'être en lien dans ta voiture? Regarde dans ta voiture. Souvent dans un embouteillage, dans notre voiture, on se sent en sécurité. C'est complètement con parce qu'on ne l'est pas du tout. Et on va klaxonner. Quand quelqu'un va nous faire une queue de poisson, on va l'insulter, on va lui faire un doigt d'honneur, tout ce que tu veux. Et par contre, si la personne s'arrête
nous bloque et sort de sa voiture, et que c'est quelqu'un de peut-être imposant physiquement, bah là on se sent totalement en insécurité, parce que là on sent que le danger est vraiment présent. Enfin bref, l'exercice, si tu l'acceptes, tu l'auras compris, c'est de regarde quand tu es dans une interaction avec un humain, une humaine, que ce soit ton enfant, ton parent, ton grand-parent, ta ou ton compagnon, ta compagne ou ton compagnon, la caissière, le caissier, la personne au boulot. Regarde comment tu te comportes si tu as dans une hiérarchie professionnelle, regarde ton attitude vis-à-vis de ton ou de ta N+1, et regarde toi, si tu as des personnes à qui tu donnes des ordres, regarde comment tu te comportes. Et souvent, c'est assez intéressant parce que c'est très flagrant, quand on est pris là, dans cette hiérarchie professionnelle où on est entre deux niveaux en fait. On a un supérieur, une supérieure, et on est le ou la supérieure de quelqu'un. On va pas du tout, pour beaucoup de personnes en tout cas, on va pas du tout avoir le même comportement quand je vais donner un ordre ou quand je reçois un ordre. Et là, je t'invite vraiment à regarder comment tu vas te positionner. Regarde comment ton corps réagit et toutes les pensées qui te viennent quand tu es sur la route, par exemple, et tu vois les gendarmes ou la police. Regarde ton cœur qui va s'emballer, alors que tu n'as rien à te reprocher, t'as rien volé, t'es pas un drogué, ta voiture est en règle, t'as pas fait d'excès de vitesse, ni rien. C'est juste que intuitivement, par réflexe en tout cas, l'image de l'uniforme et de ce que l'on se fait de la gendarmerie, de la police, vient générer souvent, pour beaucoup de personnes en tout cas, du stress. Et si tu te fais arrêter, ben regarde comment tu vas te comporter face à l'autorité. Je pourrais te donner tout un tas d'exemples. Je vais m'arrêter ici parce que j'ai encore une fois débordé. Je pensais faire un épisode court et j'ai débordé, comme d'hab. Et juste, je rajoute une petite chose. Pour les personnes, je le dis parce que je l'ai eu fait, et je vais le revivre cette année aussi, à travers un défi sportif, alors totalement personnel, hein, et on le voit chez les aventuriers, les aventurières, les exploratrices et les explorateurs, qui de plus en plus, enfin de tout temps en fait, sont partis pour beaucoup solo. Il y en a qui partent en groupe, mais il y en a qui partent aussi en solo. Et c'est toujours... j'adore écouter leur retour sur ces expériences de temps long qu'ils ont passé seuls, volontairement, et de tout ce qu'ils en ont appris, et de ce besoin de lien qu'ils vont rechercher par moment, quand ils le peuvent, quand ils ne sont pas dans des endroits totalement isolés, et à la fois aussi comment ils ont peur, ils ou elles ont peur, de renouer ce lien. Il y a, pour les personnes qui partent au long cours, en solo, sans voir d'humain pendant très longtemps, ou vraiment d'une manière très sporadique, quand ils reviennent, quand ils savent qu'ils sont proches du retour à leur routine d'avant, il y a une espèce de frein qui est là, une envie, une espèce de frein de se dire « Ah, est-ce que je repartirai pas sur un autre tour du monde, par exemple, à la voile? Est-ce que je repartirai pas dans une autre expédition très rapidement ?» Et voilà, bon après ce sont des, comment dire ça, des caractères très, très particuliers. Néanmoins, si tu n'en as jamais entendu, il y a Sylvain Tesson qui en parle très bien, d'une manière très poétique d'ailleurs, à la fois de ce besoin de se couper du lien continuel qu'on peut avoir avec les interactions humaines, et quand il n'est plus là, ce besoin et cette envie de partager ce que l'on est en train de vivre.
je te laisserai avec cette réflexion. Et comme d'habitude, en musique, avec Bala Bangoura. Tu peux retrouver sur YouTube et en concert dans différents endroits, évidemment. Prends soin de ton air vague, il t'en remerciera et il t'accompagnera au mieux justement dans tes nouvelles expériences. Allez, à très vite, ciao ciao.